del film Les Amants réguliers, Francia in concorso, partendo dall'ultimo lato del tavolo, Gilles Sandoz, produttore del film, Clotilde M., protagonista della pellicola, il regista Philippe Garrel e l'attore principale, nonché figlio, Louis Garrel. Allora, suppongo che voi avrete molte domande da fare a Philippe, ai suoi attori, al suo produttore. Tanto per cominciare a discutere insieme del film, vorrei chiedere a Philippe Garrel come mai la prima scena sembra sia stata girata da Jean Eustache e se questo è un manifesto, un segno che lui intende dare al film tutto intero. Une fois, voilà. Ah, merci. Oui, j'ai copié intentionnellement Jean Eustache, avec qui j'étais ami dans les années 66. En 1966, j'ai rencontré Jean Eustache. Et puis, oui, Marie-Paul, j'ai copié La Maman et la Putain de Jean Eustache. On est tous les deux issus du cinéma de Truffaut et de Godard, comme on dit. Et je pensais que c'était important. Jean avait 10 ans de plus que moi, quand même. Vous savez, il s'est suicidé en 81, Jean. Parce que il a trop regardé ses films au début sur des vidéos au lieu de les regarder dans les salles. Et ça l'a tellement déprimé qu'un jour, il s'est suicidé. Il pensait que ça n'avait pas une si grande valeur qu'on disait, alors que ça en avait une, je pense. Et c'est intentionnellement que j'ai copié la Maman et la Putain, parce que je pense qu'il est bien que des films fassent témoignage de quelque chose. Et donc c'est un film de génération quand même, par rapport à 68. Et comme il se trouve qu'en France, maintenant, on a tendance à rayer 68 la carte de l'histoire, on pourrait dire. Je trouve que c'est important que des films, à quoi ça sert le cinéma en fait, c'est se poser la question de à quoi ça sert le cinéma. Je trouvais que c'était important que le film fasse témoignage. Et donc, mais quand on dit Jean Eustache, et après je disais Godard et Truffaut, c'est aussi une lignée, c'est-à-dire c'est tout le cinéma qui trouve que le plus grand film du monde c'est La Talente de Jean Vigo par exemple. Et tout le cinéma par exemple qui passe par Vigo, c'est très important en France, c'est-à-dire c'est un cinéma justement qui a pu faire témoignage, comme dans les origines du cinéma, certains films muets ont pu faire témoignage par rapport à des choses incensurées, on pourrait dire, qui ont laissé des traces incensurées. Je voulais laisser une trace incensurée par rapport à 68, comme j'ai fait dans les 3 premières bobines du film. Voilà, et sinon, bon. Jean, je lui ai dédié mon précédent film Sauvage Innocence. Bon, voilà pour Jean Eustache. Oui. Il y a une première question, Philippe. Oui, comment, avec des éléments autobiographiques, pouvez-vous faire, Caroline Boudet-Lefort, Interface, oui, bonjour. Comment, avec des éléments autobiographiques, parce que je le suppose, pouvez-vous faire un aussi beau poème en images, voilà. Mais c'est pas l'autobiographie, quand même. C'est pas vraiment autobiographique. Enfin, si, ça m'est arrivé. L'histoire que j'ai fait jouer à Louis, de me carapater sur les toits en 68 ou de me retrouver coincé dans une guerre civile, ça m'est arrivé. Donc ça, je l'ai fait pour, je disais, comme témoignage. Mais sinon, c'est très romancé. C'est copié de Stendhal, en fait. Vous savez bien, comme dans Le Rouge et le Noir ou
la Chartreuse de Parme, quand il traverse Waterloo au début, le personnage Fabrice. Alors donc c'est copié de Stendhal, c'est comment on traverse l'histoire et comment l'histoire vous blesse, et comment l'amour vous sauve, et puis vous perd de nouveau, on pourrait dire, comme l'histoire avait manqué vous perdre. Oui, Gabi Oloadjian, Nouvelle d'Arménie. Ça va, Caroline? C'est bien? Oui, elle est contente. Bon. Moi, j'ai deux questions. D'abord, j'ai une anecdote. J'avais des amies bretonnes qui croyaient imiter leur grand-mère. Et en fait, quand elles parlaient en imitant leur grand-mère, elles ne se rendaient pas compte que leur façon naturelle de parler était très très proche de l'imitation. Et en ce qui concerne votre film, j'ai l'impression que vous ne parlez pas de 68, vous parlez de 68, mais de ce 68 que nous avons encore en nous, nous tous. C'est-à-dire que vous parlez d'un 68 qui existe encore, c'est-à-dire que vous ne parlez pas du passé. Et ça, je trouve ça formidable. Je trouve formidable que ce film soit effectivement quelque chose de complètement actuel. Et je voulais poser la question à Louis. Bon, dans votre film, vous répondez par avance en citant Bertolucci, en faisant citer Bertolucci. Comment ça fait d'être justement dans une sorte de reconstitution chez Bertolucci et avec sur la sexualité, les corps sont dénudés, etc. Alors que là on parle d'amour constamment et il n'y a absolument pas d'image de nu, et la nudité est encore beaucoup plus forte. Enfin, la sexualité et la sensualité de ce film est terrible. Et moi, je voulais vous remercier pour tous les deux, pour ce que vous avez fait, tous les trois, tous les quatre, tous ceux qui veulent que je les remercie, je les remercie. Merci beaucoup de votre appréciation. Oui, c'est vrai que c'était pas une question. Oui. La place dans la reconstitution, mais comment trouver sa place dans la propre... Non, ce que je peux dire, c'est que par exemple, il y avait une chose drôle, par exemple, c'est que pendant le tournage de La Barricade, du film de Philippe, j'ai retrouvé les mêmes CRS que ceux dans le film de Bernardo, par exemple. C'était les mêmes parce qu'en fait, Philippe, pendant le tournage de Bernardo, il est venu piquer des trucs dans les CRS, parce qu'il les avait trouvés super bons acteurs. Alors je me suis retrouvé sur La Barricade à me battre, encore une fois, contre les mêmes CRS. Ce qui fait qu'avant, on était encore amis. Maintenant, on n'est plus du tout amis parce qu'on s'est trop battus ensemble. Après, l'histoire de la sensualité, c'est inexplicable, parce que c'est, je pense, d'abord Philippe qui est très pudique au cinéma dans les rapports amoureux, mais... Voilà. Ce qu'il disait par rapport à Bertolucci, c'est vrai que le film j'ai racheté toutes les caisses de vêtements, des costumes de Bertolucci, parce que comme il faisait un grand film international, donc je ne pouvais pas lui faire de l'ombre de toute façon, parce que c'est un film qui justement, c'est pas un film qui se bat contre autant n'emporte le vent, c'est un film qui essaie d'être, je disais, s'il pouvait être en programme de midi de la Talente, ça serait son créneau. Alors j'ai profité de ça, j'ai profité du film de Bernardo pour vivre, vous savez, comme dans le temps à Hollywood, on dit, parce qu'on ne sait pas très bien comment se déroule la fabrication des films dans les autres pays, mais on dit que les séries B étaient faites sur les anciens décors des séries A, etc. Et tout. Donc j'ai entièrement pillé tout son livre de tournage pour les costumes et la figuration et c'est que je me suis appuyé beaucoup sur son film, quoi. Et alors, mais c'est pour une raison plus profonde aussi, c'est parce que je cite Prima della Rivoluzione, mais Prima della Rivoluzione, qui est un film de 64. Bertolucci a fait son premier film en 64, j'ai fait le mien en 67, qui s'appelait Marie pour mémoire, c'est-à-dire avant 68. Et donc c'était très important pour nous ce que voulait dire avant la Révolution, s'il y avait un film qui s'appelait avant, parce qu'on ne parlait pas du tout de ça, on parlait, nos pères, comme on est la génération qui sommes nés tout de suite après la guerre, nos pères, on parle toujours de l'Holocauste, ou on parle de l'antinazisme, ou des choses comme ça, mais on ne parlait pas du fait de la Révolution. Le fait qu'il y ait déjà un titre, simplement, sur un jeune homme à Parme, un film qui s'appelle Prima de la Révolution, ça fait partie de tout ce parcours avec Daniel Cohn-Bendit à la Cinémathèque française pour défendre Henri Langlois. On est arrivé à Henri Langlois, ça y est, on est arrivé
aux origines du cinéma français qui a une morale, on pourrait dire. Et donc c'est pas tout ça, on pourrait dire c'est le hasard objectif du film, son rapport au Bertolucci, le rapport au film de Bertolucci. Mais c'est Bernardo qui a formé Louis pour le cinéma aussi. C'est-à-dire qu'après, j'avais plus qu'à... Ça, c'était pratique, le fait qu'il lui a appris à jouer devant une caméra. Et alors qu'au contraire, Clotilde, c'est moi qui lui ai appris à jouer parce qu'elle a été mon élève comme comédienne au conservatoire à Paris. Heike Hurst, Jeune Cinéma, j'avais une question très précise, mais je voulais dire d'abord que je trouve que c'est magnifique cette relation entre l'élégance et la beauté qu'on retrouve à Venise, et avec vos films qui ont aussi cette élégance et cette beauté, que cette union-là continue, et j'espère qu'elle va continuer encore longtemps. Voilà. Et maintenant, j'ai une question sur les liens, parce que c'est quand même très troublant de faire jouer, vous, le cinéaste, faire jouer votre père, ça c'est pas nouveau, on le connaît de tous les films, mais votre fils qui dit papa à votre père, et je trouvais que je voulais savoir comment vous vivez ça, de mettre en scène votre fils, est-ce que c'est pas très troublant? Et je voulais aussi demander à votre fils, acteur, comment il vit cette famille au cinéma, dans les cinémas. C'est comme disait Kitano, j'ai vu ça dans sa conférence de presse, c'est de la vie des marionnettes dont vous parlez, c'est les marionnettistes. Parce que mon père était marionnettiste, quand j'avais 4 ans, il était marionnettiste. Et vous savez comment on travaille dans les marionnettes? Les femmes, elles font les poupées, et puis tout le monde fait... Il y en a qui font le castelet, qui construisent le décor, et puis certains font les costumes, et d'autres font les manipulations. Et comme moi, je suis issu d'une famille de marionnettistes, le fait que toute la famille travaille sur une œuvre, c'est quelque chose qui va... Pour moi, ça ne pose pas de problème. Et les origines de la marionnette, c'est pas quelque chose du tout qui est... Enfin, moi, ça me fait peur, les marionnettes, un peu. Mais ça, il y a certains enfants, je sais, à qui ça fait peur. Mais c'est peut-être pour des raisons, justement, parce que mon père était un marionnettiste. Mais les origines de la marionnette, c'est Gaston Batty. C'était quelqu'un, comme il y avait Louis Jouvet, et il y avait Charles Dulin, et il y avait Gaston Batty, et Copeau aussi. Et donc, c'est très important, l'histoire de la marionnette dans mes origines à moi. Et dans l'histoire de la troupe familiale, je veux dire, sur l'idée qu'une troupe puisse être familiale sans que ça soit quelque chose de gênant. Et sinon, je vous remercie que vous me dites que vous suivez mes films et tout, et c'est aussi pour ça que je l'ai fait, pour des gens pour qui c'est important le fait de faire présence tous les X années. Ça fait 4 ans, j'étais avec Sauvage Innocence ici, il y a 4 ans. Et parce que moi, c'est comme ça que j'ai suivi les films de Godard et tout, c'est-à-dire des gens avec qui vous avez quelques cinéphiles que vous avez dans plusieurs pays du monde, comme ça, qui vous suivent et avec qui vous avez un dialogue par le biais de l'art réel. Enfin, il y a une nécessité réelle. Alors, à quoi sert l'art? Ça sert aussi à ça, à part le fait de faire témoignage. Et c'est pour ça que quand je parle du Bertolucci ou quand je fais des introductions cherche un rapport direct à des personnes précises depuis ma caméra. C'est réel parce que je pense que c'est réel. Parce que si on pourrait dire, un peu comme les films de Godard le sont toujours, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans à part notre musique de Jean-Luc Godard? Aussi, il y a eu des films. Il y a eu des films magnifiques. Il y a eu Last Days de Gus Van Sant, où il y a eu des films magnifiques. Mais notre musique, pour moi, par exemple, c'est un autre rôle. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, c'est le fait que ce que Godard dit, comment il vient juste derrière la guerre, comme ça, dans notre musique, et puis il tourne sur le terrain dévasté de la guerre, comme ça, un espèce de ministère de la culture complètement dévasté dans la bibliothèque de Sarajevo, là, qui est plus une bibliothèque du tout, qui est une ruine, et tout ça. Ça, c'est ce qui est arrivé quelque part
avec ce film. Sinon, ça c'est le plus noble de tout qui s'est passé depuis 4 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé de plus ignoble de tout depuis 4 ans? On pourrait dire la fausse équipe de cinéma qui a accompli le meurtre de Massoud. Là. Voilà, ça c'est la chose qui a peut-être le plus sali le cinéma de tout, quoi. Puisqu'on disait, qu'est-ce qui a le plus fait régner l'art? Pour moi, je dirais notre musique de Godard, et puis le meurtre de Massoud, le fait que le cinéma se salisse, oui, tout le temps dans les affaires de guerre. La question de savoir comment je négocie avec le grand-père, le père et la mère sur le plateau? Oui. Bon, d'abord j'ai un bon psychanalyste et puis ensuite les choses, pour un acteur, une des choses à opérer, c'est d'oublier l'oppression de la caméra, parce que c'est quand même une vraie oppression. Parce que pour Philippe, c'est un allié ou je sais pas, un alter ego ou quelque chose comme ça, une partie de lui. Mais pour un acteur, c'est une oppression. Alors là, ça facilitait les choses parce que ça ressemblait au goûter de quand j'avais 12 ans, 13 ans, ou je sais pas, des réunions de famille. C'était plus, c'est pas particulièrement gênant ou je sais pas. Voilà. Pronto? Sì. Buongiorno, Roberta Ronconi di Liberazione per Philippe Garrel. Mi scusi se torno su Bernardo Bertolucci, ma volevo chiederle di aiutarci a capire anche proprio quale può essere la relazione cinematografica temporale fra The Dreamers e Les Amants Réguliers, e se ci aiuta anche a vedere questi due 68, il 68 di Bertolucci e il suo, come collegarli o come distinguerli. Grazie. Alors, il y a une coïncidence. Donc, il y a 4 ans, Bertolucci était ici pour présenter le film, pour accompagner sa femme qui présentait un film. Et donc, je lui ai parlé et j'avais Sauvage Innocence qui était donc en compétition. Et il m'a dit qu'il préparait un film qui s'appelait Des Innocents et qu'il avait Innocence et qu'il allait changer de titre à cause de mon titre parce que j'étais tombé dessus. Et après, je vais parler de Partner parce que j'avais revu Partner. C'est sur le fait que des films anciens, des fois qu'on prenait pour les moins bons films d'un auteur, quand on les revoit 30 ans après, sont parmi les meilleurs. Alors j'avais revu Partner avec un ami commun qu'on a, Frédéric Pardo, et ça m'avait complètement soufflé, qui est un film avec Pierre Clémenti qu'il avait tourné en 68. Et après, par hasard, il se trouve qu'il a engagé Louis pour jouer dans son film, et moi, il se trouvait que pendant que j'étais en train de présenter Sauvage Innocence, j'avais écrit le petit épisode que je voulais, parce que je croyais que la gauche allait passer, moi je crois toujours que la gauche va passer. Alors, je pensais, tiens, je vais faire mon film sur 68. Alors, et donc, au départ, il y a une coïncidence, pour vous répondre très précisément. Et puis, après, oui, après, c'est économiquement, c'était quelque part, est-ce que l'idée que ça soit Louis qui joue m'a été soufflée par Bernardo, je ne saurais plus. Mais il y a vraiment une espèce de moment où on s'est croisés parce qu'on était dans, on pourrait dire, 2 studios parallèles. Hein. Il y a une espèce d'endroit qui est totalement dû au hasard. Le hasard. Parce que moi, je vénère le hasard. Donc, il y a quelque chose qui est dû au hasard là-dessus. Mais j'aime bien que ça soit un petit film. Alors sinon, qu'est-ce que ça peut être si on analysait? Ben, c'est sans doute, moi, je pense que c'est d'Enfer Rochereau, si on dit des endroits précis, c'est le traumatisme d'une nuit à d'Enfer Rochereau qui est exprimé. Je pense que lui, ça doit être le traumatisme d'une nuit à Campo di Fiore, pour les gens qui ont un certain âge, qui savent où ça s'est trouvé, tout ça. Je pense que c'est le traumatisme de Campo di Fiore, parce que comme je parlais de Frédéric Pardo, justement, qui était à Campo di Fiore, il y avait des gens qui étaient en Italie, donc en 68, et le moment où il y a eu, alors si on voit les charges qu'il a fait, justement, où j'ai
utiliser les mêmes personnages, les mêmes acteurs mélangés à des mêmes vrais policiers qu'il avait utilisés lui. Dans la charge, je pense que c'est son traumatisme de Campo di Fior qui fait la force là, à la fin du film, là, dans Dreamers. Et au contraire, dans la deuxième bobine, dans mon film, c'est un traumatisme d'une nuit vers d'enfer, comme ça. Je ne pourrais pas retrouver géographiquement, là, comme tous les événements, qui était vraiment une nuit qui était une dernière nuit de 68, avant que ça soit perdu, quoi. Et bon, oui, c'est là-dessus, oui. Mais non, mais c'est important que aux 2 tiers de nos vies, notre génération, on note comme ça. C'est très important qu'un film, justement, international, qu'il ait fait, fasse le tour du monde et qu'il soit un film qui soit positif pour la Révolution. Parce que si vous regardez les grands chefs-d'œuvre, même de Nicolas Ray, ou qui font le tour du monde, beaucoup c'est des scripts complètement réac, c'est des histoires je veux dire, c'est très rare, et je crois que c'est peut-être même le seul film dans les films qui sont distribués dans 52 pays, ou je ne sais pas, comme distribuent les Américains, je crois que Dreamer, c'est le seul film, c'est pour ça que je disais que je ne pouvais pas lui faire de l'ombre, qui soit pour la Révolution. Si vous, Docteur Givago, je n'ai pas l'impression que ça soit tellement pour la Révolution. Donc c'est important, même si c'est un film qui appartient à Hollywood, que c'est quand même qu'il y ait une trace positive de la Révolution. Il n'y en a pas tellement où il y a... Si, il y a des films, il y a Viva Zapata, le Kazan. Mais c'est assez rare. Encore moi, j'ai été frappée par le choix par les intertitres, hein, ce choix, et particulièrement par les éclats de l'inamertume. Alors, ça m'a fait penser à l'intranquillité de Pessoa, mais je me suis demandé ce que vous pouviez mettre derrière ce mot d'inamertume. C'est pas pour les femmes, ce truc-là. Comment? Pardon? Non, non. L'inamertume, c'est un mot que j'ai inventé. Oui, j'imagine, oui. L'inamertume. C'était pour dire l'inverse de l'amertume. Mais oui, c'est parce que comme je suis obligé de tourner mes films très vite, celui-là je l'ai fait en 39 jours. Et il coûte 1,5 million d'euros à peu près. C'est-à-dire, là-dessus je suis vraiment fier, parce que je veux dire, j'admire Bertolucci pour d'autres raisons, mais il coûte 10 fois moins cher que le sien, quand même. Alors, bon. Mais c'est aussi parce qu'il est en noir et blanc, je pense. Mais il ira en Belgique et au Canada, mais il n'ira pas beaucoup plus loin, je veux dire. Il ne fera pas le tour du monde. Mais donc il y a des traces écrites beaucoup, parce que je suis obligé d'écrire beaucoup, parce que si vous tournez très très vite comme ça des scènes d'action et puis que vous avez très peu de moyens, vous êtes obligé quelque part d'avoir fait tout un travail à l'écriture avant pour que ce soit... Je monte tous mes plans, je tourne qu'une seule prise, si c'est possible, 2 maximum quand j'y arrive pas. Et je monte tout mon film, je reste le plus possible dans l'ordre. Et toute ma pellicule tournée est montée, quoi. Il n'y a pas de scène qui soit jetée, ni quoi. Donc ça, alors à la fin, j'ai beaucoup d'écrits, alors je laisse du chapitrage comme ça, parce que juste pour pas tout jeter à la poubelle, quoi, le travail écrit. Et puis, si ça sert aussi dans le récit, même si c'est un peu... Il y a des fois, c'est un peu hermétique comme ça, par goût, mais bon. Puis il était pas cher aussi, parce que je t'ai fait un bon prix aussi, non? Aussi, je oui. t'ai fait un bon prix. Oui. Non, c'est comme ça, de faire de l'art familial, ça rend l'art possible. Je veux dire, comme Maurice, par exemple, son grand-père, mon père, m'a appris à faire des films quelque part, enfin m'a fait comprendre que l'art, c'était pas une question de moyens, c'est une question qui se posait au pied d'une caméra, que c'était toujours la même question, et quels que soient les moyens, la question était la même. Donc c'est travailler en famille, ça permet aussi de faire des choses hors de la mégalomanie, quoi. Parce que je suis plutôt... Mais c'est pour rester libre, surtout que je me plains pas, parce qu'on peut pas avoir les deux, on peut pas rester complètement libre et faire des films avec des énormes moyens. Alors donc, jusqu'à maintenant, j'ai préféré faire des films sans moyens et être totalement libre. Et c'est aussi, donc je peux pas me plaindre de ne pas avoir de moyens. C'est quelque chose c'est propre à l'indépendance. On dit que Jim Jarmusch en ce moment travaille comme ça aussi, qu'il est complètement
très suivi par des gens, même beaucoup plus de gens que moi, mais qu'il n'a pas de moyens du tout et tout. Et puis apparemment Gus Van Sant, ses meilleurs films, il les a fait c'est quand on doit sortir de l'ornière. C'est parce que je parlais avec Mario Marton, qui est un de vos cinéastes, et qui me dit qu'en ce moment c'est complètement impossible de monter un film en Italie. Il y a des parasites dans les écouteurs. Mais en France, c'est presque impossible. C'est pas impossible, mais c'est presque impossible en ce moment de monter un film. Et non, c'est ça qu'il faut voir surtout, parce qu'on est protégé par les anciens films, les vieux films, qu'on aime tous, forcément, sinon on ne serait pas là en train de regarder des films à Venise à 8h30 du matin, comme vous avez dû voir ce matin, ça a dû être assez dur. Hein. Non, mais c'est vrai, voir le cinéma le matin, des fois, c'est... Mais il faut voir quand même que chaque film de nos jours est complètement exceptionnel dans le fait qu'il puisse exister ou quoi. Même les films de Jean Eustache, déjà, c'était exceptionnel qu'ils puissent exister. La Maman et la Putain, c'est un film qui était un tout petit film qui coûtait 600 000 francs d'époque, en 73. Et toujours, c'est de l'impossible qu'est extrait un cinéma qui a une certaine authenticité quand il est fait dans des moyens d'indépendance. Voilà. Mais il faut se rendre compte de ça, que le cinéma ne va pas de soi. C'est pour ça qu'il faut que je vénère toujours Jean-Luc Godard, même s'il m'a dit que depuis le vent de la nuit, il m'a dit que c'était la fin de la fin de la filiation. Je ne sais pas s'il m'a dit ça et que ça ressemblait maintenant à du Antonioni, mais qu'il aimait bien ça. Et je ne sais pas s'il disait ça pour se débarrasser de moi ou juste parce qu'il trouvait que ça... Mais moi, je le vénère toujours pareil parce que, quelque part, c'est pas... à chaque fois que quelqu'un fait un film, ou quand on voit, mettons, Je rentre à la maison de Manuel de Oliveira, c'est à tomber comment un homme de cet âge a pu faire un film aussi beau sur cet âge-là. C'est magnifique, par exemple. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose qui est absolument inédit dans l'histoire de l'âme humaine, on pourrait dire, qui se joue dans l'art et dans le cinéma, quelquefois, quand c'est pour nous, quoi. Mais donc, voilà. On a parlé du travail d'artiste, quoi, surtout. On dit en France, on dit on est des artisans, on dit toujours les metteurs en scène. Ne te fais pas si petit, tu n'es pas si grand. Amrepo le dit on va arrêter. Purtroppo dobbiamo fermarci qui. Ritroverete comunque tutti all'uscita poi dopo la proiezione. Grazie a tutti, scusate per...